Bonjour mesdames et messieurs, je salue chaleureusement l'équipe de Franc Contraste 2013 pour l'organisation de ce deuxième colloque international sur la francophonie organisé par l'Université de Zagreb. Permettez-moi d'avoir une pensée affectueuse pour le souvenir de Petar Guberina, qui fut un grand ami et dont nous célébrerons sans doute dans quelques semaines à Zagreb le centenaire de la naissance, puisqu'il est né le 22 mai 1913. Je salue également Paul Rivinc, mon prédécesseur à la direction du Crédif, dont il fut le fondateur et qui fut lui aussi un très grand ami de Petar Guberina. Et je salue également, s'il est dans la salle, mais je crois qu'il l'est, d'après ce que me disent les papiers d'organisation de ce colloque, je salue également Raymond Renard, qui est également un ami qui m'est très cher. Enfin, je voudrais remercier chaleureusement Madame Bogdanka Paveline pour son invitation, celle qui me permet aujourd'hui, de façon très virtuelle, de m'adresser à vous pour vous parler de l'affectivité dans le langage. J'ai intitulé ma communication « Voyage au centre du langage, l'affectivité ». En effet, la question de l'affectivité dans le langage est un débat tellement ancien et récurrent qu'il est difficile d'en renouveler considérablement la teneur. Il est possible de dire que le besoin de communiquer mobilise si ce n'est plus de motivation affective que d'objectivité au sens rigoureusement argumentaire du terme. Et cela même dans les confrontations scientifiques où la volonté de convaincre revêt un aspect parfois émotionnel et même passionnel qui fait tout le sel de la polémique dont Bachelard disait qu'il souhaitait ardemment qu'elle restât courtoise. Ce qui en dit long, du reste, sur les dérives possibles que peut prendre effectivement la communication. Disons que le concept d'énoncé, que l'on oppose régulièrement au concept d'énonciation, est un degré zéro de l'affectivité utile théoriquement et méthodologiquement pour les classements qu'on veut établir entre les actes de parole, mais que dans l'immense majorité des cas, dès qu'on ouvre la bouche, on est dans la métaphore, comme disait Louis Porcher. Et les connotations alors se mettent à pleuvoir très dru, si dru du reste que Roland Barthes, qui s'y connaissait bien en la matière, considérait que finalement tout bien pensé, la dénotation, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement le degré zéro, n'est rien d'autre, en fin de compte, que la première des connotations. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que la communication humaine n'est pas la transmission de messages d'une belle neutralité, du type l'eau bout à 100 degrés, qui relève du simple constat. Non, la communication est un échange complexe, où les interlocuteurs sont dans une situation frontale qui ressemble à un duel, où le cliquetis des mots remplace celui des armes, les mots étant le plus souvent les armes les plus cruelles, comme le dit du reste le proverbe français, un coup de langue est pire qu'un coup de lance. Je vais essayer de vous montrer cela très concrètement, en partant d'une base relativement peu connue, puisqu'elle est récente, le fameux ouvrage de Henri Van Leer, que je vais vous présenter à la caméra, intitulé « Anthropogénie ». Cet ouvrage est extrêmement important et intéressant à lire sur les questions d'affectivité, et le Gerflint, du reste, en a rendu compte très récemment aussi, puisque cette revue Monde méditerranéen date de 2011, et j'en ai rendu compte avec Jacques de Morgon, Nelly Carpentier, Françoise Ploquin et Marc Van Leer, qui est le fils de Henri Van Leer. Alors, dans un premier temps, avec Henri Van Leer, je vous propose de faire, mais très rapidement, un détour par la préhistoire. Pour vous expliquer
mais de façon très sommaire, ce qu'est l'anthropogénie, je vais opposer ce mot à un autre qui lui ressemble beaucoup et que vous connaissez très bien, et qui est anthropologie. Dans anthropologie, il y a le logos, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie au savoir, à la raison, à la science, aux idées éternelles, à la foi, à Dieu, donc à tout ce qui vient d'en haut, à tout ce qui part du haut pour expliquer ce qui est en bas, à savoir l'homme aux prises avec son destin que l'on envisage dans le cadre de théories d'inspiration nouménale au sens platonicien ou kantien du terme, c'est-à-dire au niveau des réalités intelligibles relevant de l'absolu. Dans anthropogénie, au contraire, il y a génie, qui renvoie, lui, au bas, c'est-à-dire au commencement, qui renvoie à la genèse, qui renvoie à l'évolution. L'anthropogénie, donc, à sa manière, est une attitude post-darwinienne, considérant que nous vivons dans un univers en devenir, en expansion permanente, donc dans un monde étalé procédant d'un amont dont nous sommes en quelque sorte la résultante transitoire, au terme de millions d'années d'évolution, et face à un aval où cette évolution se poursuivra évidemment à la même échelle de durée, dans des conditions qui impliqueront encore les lois du hasard et les lois de la nécessité chères à Jacques Monod, qui écrivait dans le livre du même titre, du reste, Le hasard et la nécessité, il écrivait ceci: « L'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Comme vous le voyez, de la part de Jacques Monod, c'est là un bel engagement d'impiété, tout à fait en accord avec l'anthropogénie de Van Lier, qui lui aussi se positionne dans une théorie clairement évolutionniste, dont nous dirons quelques mots susceptibles d'éclairer la question de l'affectivité dans le langage, qui, selon nous, ne peut se comprendre en profondeur qu'en partant avec Van Lier de ce qu'il appelle le commencement. Eh bien, pour parler du commencement, disons que la toute première cause d'un acte de langage est le désir et même le besoin de communiquer quelque chose à quelqu'un. On peut dire que l'affectivité, donc, est la source anthropogénétique du langage, que l'on se place dans la diachronie, c'est-à-dire la diachronie la plus lointaine, donc que l'on remonte avec Van Lier jusqu'à l'Homo habilis, c'est-à-dire 2 500 000 années en arrière, ou plus sagement qu'on remonte simplement à l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire 100 000 années en arrière, ou qu'on soit encore plus modeste et qu'on ne prenne que les 10 petits millénaires qui nous précèdent, pour lesquels on dispose déjà de traces archéologiques, voire de documents écrits dans la pierre ou sur des parchemins qui nous permettent de reconstruire plus ou moins sûrement les milieux successifs par lesquels la communication est passée. C'est donc dans le besoin impérieux de communiquer, dicté par des raisons d'alliance, par exemple, contre le danger, de survie, de subsistance, de liens affectifs et matériels de toutes sortes, que l'espèce hominienne, la nôtre, a forgé peu à peu des moyens d'échange, de classification et d'organisation sociale à chaque cosmos, pour chaque cosmos plus exactement. Alors, je ne reprendrai pas ici avec Van Lier toute l'organisation physiologique du corps humain pour élaborer nos performances communicatives. J'essayerai simplement d'imaginer très sommairement l'acte moteur des âges préhistoriques, un acte moteur lié à des capacités mécaniques uniques dans le monde animal, des capacités qui sont la source de tout langage dans le cadre de relations entièrement, intégralement affectives. Les borborigmes,
les gestes, les mimiques, les menaces, les dons, les échanges, les rituels divers qui, à force d'être répétés, se sont peu à peu élaborés, normalisés, codifiés, rationalisés, grammaticalisés même, sous la forme de séquences complexes entre lesquelles des catégories sonores et visuelles au fil des jours, des années, des siècles, des millénaires ont engendré des langages multiples au sein des communautés humaines. L'affectivité, donc le sens à produire volontairement ou à son insu, car on communique toujours, même sans le vouloir, s'est servi et se sert toujours du corps, et notamment de son aptitude à manier, à manipuler, à être debout, à marcher à vitesse variable, à courir, à articuler des sons, à crier, à moduler sa voix, à chuchoter, à pleurer, à percevoir les mouvements des autres, à saisir des situations complexes, à distinguer des différences, à interpréter des gestes précis, des dangers, à entendre et à comprendre des sons, à les analyser et à les classer selon des hiérarchies complexes, à toucher aussi, à palper, à sentir, à goûter, à sélectionner. On pourrait étendre largement ce descriptif qui n'est là que pour donner quelques exemples de cette aptitude corporelle dans laquelle et par laquelle s'exprime tout le jeu des potentialités affectives de l'homme perpétuellement en représentation sociale. L'affectivité donc fut l'athanor, c'est-à-dire, si vous voulez, le fourneau cosmique d'une alchimie, ayant permis la transmutation du plomb de l'existence en or de la communication. Eh bien, après ce détour très rapide par la préhistoire, essayons quand même de revenir dans le monde contemporain. Comme vous le voyez donc, toute langue est pétrie, nourrie, imbibée, bourrée jusqu'au gueuloir. Vous savez, le fameux gueuloir de Flaubert ou celui de Balzac. Elle est bourrée d'une affectivité impitoyable, marquant indélébilement tous les mots que nous prononçons, toutes les phrases que nous échangeons, tous les sentiments que nous tentons d'exprimer, et qu'un rien peut faire basculer dans le malentendu, car il n'y a guère d'énoncé simplement dénotatif. Il n'y a en fait que des énonciations. Ce qui faisait dire à Louis Porcher, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on ouvre la bouche, on est dans la métaphore, donc on est dans l'affectivité. Le jeu des acteurs professionnels, par exemple, dans le chant, le théâtre, le cinéma, la danse, la peinture, l'architecture, la poésie, le roman, l'écriture sous toutes ses formes, même l'écriture administrative qui se veut sèche et froide, n'étant que finalement que l'interprétation sublimée par l'art de la vie quotidienne avec son affectivité qui finalement envahit tout. Alors, prenons un simple exemple pour bien éclairer le tapis. Devant un ouvrage quelconque, quelle que soit sa taille, je puis exprimer ma pensée en utilisant par exemple un seul mot, le mot colossal. Bon. Cet adjectif que je viens d'employer, avec des variantes sonores plus ou moins importantes, et on peut le vérifier facilement commun à des dizaines de langues. On le trouve, cet adjectif, en anglais, en allemand, en espagnol, en croate, en polonais, en russe, en irlandais, en néerlandais, etc. Et il se justifie généralement, comme c'est le cas ici, dans une situation d'interlocution, parce que je parle avec quelqu'un, n'est-ce pas, quand je dis colossal, nécessitant un jugement. Et ce jugement peut être, par exemple, intense. Il peut être soutenu, emphatique, paroxystique. Mais il peut être aussi, attention, à l'inverse, il peut être ironique, moqueur, cynique, méprisant, léger, où l'intonation, l'accentuation et le geste confèrent à la caractérisation adjectivale une présence phonosémantique et dramaturgique, reléguant le domaine proprement linguistique,
c'est-à-dire la combinaison de phonèmes, au rôle de simple support de l'énonciation. Au-delà du digitalisable, comprendre par ce mot ce que l'on appelle aujourd'hui le numérique, qui est à la portée de n'importe quel ordinateur, il y a ce que l'on appelle la désignation analogique, difficilement traductible en termes binaristes de 0 et de 1. Les 3 syllabes du vocable employé, en effet, constituent en elles-mêmes, du point de vue strictement oral, un discours complet. On est donc dans une situation où le locuteur, joignant le geste à la parole, communique une émotion. Cette émotion, elle peut être réelle ou elle peut être feinte, ou le sens recherché passe massivement par le corps. Le corps envisagé globalement, c'est-à-dire le tempo, l'intonation, le jeu des mains et des bras, la position de la tête, la mimique, etc. Tout cela concourt pour attribuer au message ce que l'on appelle sa pleine valeur illocutoire, dithyrambique, ironique, sarcastique, ce que vous voudrez. Cet exemple très banal constitue l'aspect le plus immédiat et simplificateur pour remonter concrètement à l'origine du monde et comprendre comment, par exemple, la communication par le langage est apparue. Il faut pour cela, bien sûr, ajouter le temps, c'est-à-dire quelques millions d'années, au bas mot, l'espace terrestre, et puis les variations climatiques, les variations géologiques, où se sont développées toutes les espèces, minérales, végétales, animales, et un jour l'espèce homidienne. Le territoire exploré, comme vous le voyez, est immense et se propose anthropogénétiquement de montrer que le corps d'Homo a été sélectionné comme un organisme segmentarisant. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire un organisme capable de s'adapter progressivement à son cadre de vie sur tous les plans, physiologique, social, spirituel, scientifique, technique, sentimental, érotique, passionnel, artistique, linguistique, philosophique, éthique, médical, pour nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. Je veux dire plus simplement à la langue qui est la nôtre et dont nous nous servons avec plus ou moins de bonheur dans nos échanges les plus divers. Cette langue, évidemment, c'est notre langue maternelle. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que, pour reprendre la distinction saussurienne entre langue et parole, dès que nous ouvrons la bouche, nous sommes en parole, en discours, pardonnez-moi ce truisme, et non pas en langue. Car ce que nous allons dire ou entendre ne relève du numérique que de façon minimaliste. Que cela soit ou non d'une claire évidence, nous sommes en effet obligés d'interpréter constamment ce que l'on perçoit globalement. Il s'agit donc d'en faire une analyse plus ou moins consciente ou spontanée pour en découvrir le sens qui n'est rien d'autre que la part d'énonciation que le locuteur a investie dans son message, car l'énonciation, au fond, ce n'est rien d'autre que la présence du locuteur dans ce qu'il dit, c'est-à-dire l'affectivité dont il colore ce qu'il dit, le sens qu'il veut lui donner ou qu'il croit lui avoir donné, mais qui très souvent est en contradiction avec ce que vous en avez compris, en contradiction avec votre propre part d'énonciation. Car écoutez, ce n'est pas seulement recevoir du sens parfaitement interprétable, pas du tout. Écouter, c'est construire du sens à partir de ce que l'on entend et de ce que l'on voit et de ce que l'on vit, donc à partir d'une situation dont les variables sont multiples. Assister, comme vous le faites en ce moment, à la présentation d'un discours, c'est donc une épreuve dont j'ai parfaitement conscience et dont je vous prie de m'excuser, une épreuve dont on peut sortir berné, trompé, manipulé, entortillé, moqué, ridiculisé même.
On peut nous faire passer des vessies pour des lanternes, on peut nous induire en erreur, susciter en nous des enthousiasmes dont l'avenir nous montrera la stupidité, ou bien encore nous faire éprouver des haines et des refus ou des antipathies dont l'avenir nous indiquera que nous nous trompions entièrement. Alors, dans une autre partie, voyons maintenant l'affectivité dans le cadre de la théorie linguistique. Pour traiter une telle question, il faudrait évidemment que cette théorie nous soit connue de tous, et pour cela il faudrait reprendre toutes les écoles de linguistique, depuis par exemple les essais de sémantique, sciences des significations de Michel Bréal en 1897. Il faudrait poursuivre avec Arsène d'Armestéter et la vie des mots étudiés dans leur signification, 1887, donc 10 ans avant. Mais si j'ai mis Bréal en premier, c'est parce que Bréal a la réputation d'avoir inventé le mot sémantique. Et puis, il faudrait peut-être aussi revoir le précis de sémantique française de Stéphanie Ullmann, qui est beaucoup plus proche de nous, puisqu'il date de 1952. 3 ouvrages, vous voyez, où l'affectivité est montrée comme jouant un grand rôle dans la signification, et qui seraient donc parfaitement à leur place dans notre étude. Mais, pour être complet, il faudrait aussi donner attention aux recherches narratives, à la sémiotique, à la stylistique, à la lexicologie, à la poétique, à la rhétorique, etc. Toutes disciplines se rejoignant dans l'affectivité, mais sans se fondre. Il faudrait non plus ne pas omettre la psycholinguistique, la sociolinguistique, l'ethnolinguistique et la sociologie du langage, et bien évidemment, ne pas faire l'impasse de Ferdinand de Saussure, de Meillet, de Bailly, de Damoret-et-Pichon, de Ferdinand Bruno, de Benveniste, etc. J'en nommais volontairement des tonnes et des tonnes, non pas par légèreté ou par manque de respect, mais parce que je suis de plus en plus convaincu que La Bruyère avait parfaitement raison quand il nous disait que tout a été dit et que l'on arrive trop tard. Alors, pour ne pas nous perdre dans un flot de références, je vais me borner à traiter simplement 2 questions générales nullement nouvelles, mais qui sont indiscutablement au cœur de tout le moteur d'une communication dont le carburant est l'affectivité. Remarquez bien la métaphore, la communication est un moteur, son carburant, c'est l'affectivité. Sans elle, en effet, sans l'affectivité, le langage, dépouillé de la vie, n'est certes pas réduit à une simple nomenclature, non, n'exagérons rien, mais il végète. Hors de toute situation, il végète à l'état de jachère, donc de potentialité de sens non actualisée. Pour revenir dans la vie, chaque acteur doit être mis en scène en situation frontale. Donc, en position de viser éventuellement plusieurs cibles successives ou simultanées, ou inversement, d'être la cible lui-même de plusieurs interactants. À noter à ce sujet que Van Leer distingue entre la position frontale de l'humain, avec une transversalité pouvant aller jusqu'à 360 degrés, car l'humain a la possibilité de se déployer dans tous les sens. Et il distingue cela de la position rostrale de l'animal, qui n'est guidée, dit-il, je pense que là il exagère un peu, pour d'uniques raisons de nourriture, il n'est guidé que par son rostre, c'est-à-dire par son mufle, si vous préférez. C'est ce qu'il appelle donc une communication rostrale. Je me propose donc d'examiner avec vous 2 situations totalement distinctes. D'abord, la langue, envisagée comme album. Un album, c'est-à-dire un catalogue ou un réservoir d'outils énonciatifs, collectionnés depuis le début de son existence et conservés comme des moyens potentiels d'expression susceptibles de nuancer son discours en fonction de chaque situation. Et puis ensuite, nous examinerons ensemble la stylistique de Charles Bailly et les précisions d'Émile Benveniste dans ce qui touche, en matière de subjectivité du langage, à l'énonciation. Eh bien, voyons d'abord la langue comme catalogue de possibilités énonciatives. La langue que nous parlons est infiniment plus vieille que tous ses locuteurs. Les milliards et milliards de situations de communication qui ont contribué à la créer
tant sur le plan formel que sur le plan énonciatif, l'ont doté de caractéristiques infiniment diversifiées, constituant, comme dit Saussure, un trésor qui est mis à la disposition de tous les locuteurs et de tous les scripteurs de cette langue. Une langue, quelle qu'elle soit, est donc une mine de ressources où chacun peut puiser les expressions qui lui sont nécessaires pour dire avec la plus grande précision possible ce qu'il veut dire, même s'il se produit souvent des ratés de communication. Les ratés sont perpétuels, il faut le savoir. Les sentiments, il peut dire donc les sentiments qui l'animent, les intentions et visées qui sont les siennes. Mais aussi, il y a la manière de dire, Le langage que l'on tient, en effet, n'est jamais vraiment neutre, car on peut tenter de convaincre ou bien de persuader. On sait bien que convaincre, ça n'a pas le même sens que persuader. Convaincre est beaucoup plus autoritaire, persuader est plus insinuant, plus souple. On peut tenter aussi d'amadouer, de séduire, d'intéresser, d'humilier, de faire souffrir, d'amuser, de rassurer, de tromper, et même de mentir. La langue nous permet cela. Pour tout cela, je peux puiser dans les ressources naturelles déjà là de la langue. Si nous suivons la théorie d'Austin, qui est, comme vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, un philosophe du langage mort en 1961, dans une situation de communication déterminée, tout acte de parole présente une force ou une valeur, si vous préférez, que Austin désigne par deux termes. La force de l'acte de parole est illocutoire si l'on considère seulement sa structure interne, mais elle est perlocutoire si l'on envisage les effets de cet acte sur la personne à qui il est destiné, c'est-à-dire sur l'allocuteur. Prenons un verbe comme exemple. Par exemple, le verbe « dire ». Par exemple, dans la phrase « je lui ai dit de venir ». Je peux, par hypothèse simplement, considérer que le verbe « dire » est neutre. Ce n'est pas vrai en réalité, mais je vais considérer, par hypothèse, je le dis bien, presque mathématique, je vais considérer qu'il est neutre. Et je vais donc considérer que ce verbe est au degré 0 de l'énonciation, c'est-à-dire de la communication. Donc, par rapport à lui, je peux déterminer quelques variables possibles présentant une force illocutoire différente dans la série suivante. Par exemple, je lui ai dit de venir, ça c'est le degré 0. Je lui ai ordonné de venir, je lui ai conseillé de venir, je lui ai suggéré de venir, je l'ai supplié de venir, je lui ai proposé de venir, je l'ai invité à venir. Voilà, je considère toute cette série. Tous ces verbes contiennent tous l'idée de dire quelque chose à quelqu'un. Mais à cette idée s'ajoute dans chaque cas une différence. Et c'est cette différence qui m'intéresse. Ordonner, c'est dire plus quelque chose qui est un impératif. Supplier, c'est dire plus imploration. Inviter, c'est dire plus ordre atténué. Par exemple, conseiller, c'est dire plus mise en garde. Proposer, c'est dire plus offre de quelque chose. Suggérer, c'est dire plus incitation discrète. Quand je vous suggère d'aller voir le patron, ça peut vouloir dire il vaut mieux pour votre matricule que vous y alliez. Vous voyez, il y a une petite incitation discrète. C'est donc dans la différence qu'il faut chercher l'explication concrète de la force ou de la valeur illocutoire de tous ces verbes. Comme on le voit, le langage ordinaire en soi est potentiellement chargé déjà d'une affectivité que l'actualisation du discours dans des situations concrètes de communication atténuera ou renforcera. Les mots d'une langue sont donc de nature ambiguë. Ce sont à la fois les symboles ou les signes de signification générale qui appartiennent au code général de la langue, mais qui comportent aussi des indices de situation, d'énonciation, qui sont liés à quoi? Qui sont liés au passé, qui sont liés à l'histoire de la langue. Ce qu'à partir des travaux d'Austin, un linguiste peut retenir, c'est quoi? Eh bien, c'est l'empreinte du procès d'énonciation dans le code.
C'est-à-dire que dans une suite de phrases comme celle que nous avons suggérée tout à l'heure, sans les mettre en référence à une situation particulière, il est clair que nous avons pu identifier des différences de sens indiquant déjà que la langue est équipée d'un véritable trésor de nuances, d'origine énonciative qui interviennent en cas d'actualisation, en symbiose avec des éléments extra-linguistiques de nature et d'intensité variables. Mais nous avons aussi évoqué le mot perlocutoire, qui est également un concept descriptif austinien, appartenant à Austin. Il est possible, toujours par rapport au verbe dire, de déterminer la force ou valeur perlocutoire, cette fois, de certains verbes, entre autres, car il n'y a pas que les verbes qui aient une valeur perlocutoire. Un simple regard peut avoir valeur perlocutoire, qui marque les conséquences de l'acte sur le comportement de l'allocuteur. Par exemple, dans « je l'ai forcé à venir », il y a 3 idées. Premièrement, je dis quelque chose. Deuxièmement, je renforce ce que je dis par le caractère impératif de mon acte de parole. Mais troisièmement, j'obtiens un résultat positif puisque l'allocuteur exécute l'acte que je lui ordonne. Forcer quelqu'un à faire quelque chose est donc une énonciation perlocutoire ou une perlocution dans la mesure où elle amène quelqu'un à accomplir un acte qui n'aurait pas eu lieu sans elle. Tous ces verbes nous renseignent sur un certain type de pression exercée sur quelqu'un dont la résistance finit en fin de compte à être vaincue. Eh bien maintenant, passons à une autre partie de cette communication dans laquelle je voudrais évoquer quelque chose qui certainement va occuper beaucoup des séances qui vont suivre, à savoir la stylistique et l'énonciation. Je prendrai d'abord en considération l'œuvre de Charles Bailly, que je considère comme le suppléant de Saussure dans la conception et la rédaction du traité de stylistique. La définition de la stylistique de Bailly est très bien connue, elle apparaît dans le tome 1 de son traité, et elle dit ceci: la stylistique étudie l'effet d'expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de langage sur la sensibilité. Comme vous le voyez, on trouve là une double affirmation. D'une part, le langage exprime notre affectivité, et d'autre part, notre affectivité enrichit le sens et la portée de ce que nous disons. Le mot « organisé » implique chez Bailly l'idée d'un système de faits spontanés n'ayant aucun caractère impératif. Sans doute, les signes produits en synchronie présentent-ils les propriétés générales de tout signe linguistique sur les plans phonétique, morphosyntaxique et lexical, mais ces propriétés parfaitement repérables et analysables ne relèvent pas du synchronique, elles relèvent du diachronique. Ce qui relève du synchronique, donc de la stylistique selon Bailly, ou de l'énonciation selon Benveniste, ce ne sont pas les identités, mais les différences, c'est-à-dire toutes les circonstances, tous les éléments qui font que la nature véritable des unités linguistiques n'est pas dans des similitudes catégorielles, mais dans un acte de parole spontané, porteur d'un implicite complexe, suscitant une interprétation qui peut varier d'un interlocuteur à un autre. Il n'y a pas de substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absolu dans un acte de communication ordinaire, il y a simplement un équilibre transitoire de termes qui se conditionnent réciproquement et dont l'analyse stylistique, ou si vous préférez l'analyse énonciative, parvient à décoder la signification conjoncturelle. Cet équilibre in presentia est inscrit dans un rapport syntagmatique, bien sûr, dont la combinatoire suivante est la suivante, si vous voulez.
Il y a un fait de langue marquant l'usage collectif, plus un fait de parole dépendant de la liberté individuelle. Et tout cela est évidemment porteur de sens, mais d'un sens auquel des rapports associatifs in absentia apportent un complément mnémonique d'information. Le mécanisme de fonctionnement de la stylistique de Bailly est donc là. Et si l'on se reporte à la deuxième partie du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, consacré à la linguistique synchronique, on voit bien qu'entre Bailly et Saussure, il n'existe pas l'ombre d'un malentendu. Le contraire, du reste, eût été surprenant. Dire que Bailly se serait éloigné de son maître est une belle absurdité. Il en est au contraire le plus fidèle disciple, et probablement aussi le plus doué et le plus audacieux, puisqu'il a tenté d'écrire le livre que Saussure, pour des raisons lumineusement exposées par Benveniste dans le chapitre 3 des problèmes de linguistique générale, tome 1, Saussure se refusait à écrire ce livre. Connaissant la réticence et même le refus quasi définitif de Saussure d'écrire l'ouvrage de linguistique générale qu'on lui demandait avec insistance, il est permis de faire l'hypothèse plausible, et plutôt même le constat, que Bailly a pris sur lui, du vivant même de Saussure, dans la première décennie du XXe siècle, de publier son traité de stylistique française, qui est un authentique essai de linguistique de la parole. Puis, dans les 3 années qui ont suivi la disparition de Saussure, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a pris l'initiative, avec Albert Séchelet et Albert Riedlinger, de publier le cours de linguistique générale, qui a servi, et sert toujours de base, c'est un fait, aux travaux linguistiques et sociaux, anthropo, ethno-linguistiques les plus divers de l'époque contemporaine. Il y a, je crois, quelque chose d'un peu lassant et même désolant et agaçant à lire certains commentaires brillants d'érudition où l'on juge des faits vieux de 100 ans avec une sorte de condescendance tranquille, comme s'il s'agissait de pure et simple banalité auxquelles des génies postérieurs auraient enfin mis un terme. On ne dira donc jamais assez, mesdames et messieurs, ce que la recherche contemporaine en sciences du langage doit à Charles Bailly. Et c'est sans doute cette certitude qui amène aujourd'hui certains chercheurs à regretter la longue éclipse qu'a connue son œuvre et à s'insurger à contrario contre les prérogatives estimées abusives accordées à Émile Benveniste, considéré comme le seul concepteur et promoteur de la théorie de l'énonciation. À lire certains commentaires sur Bailly, on est parfois surpris et même choqué. À propos des exemples que Bailly cite, d'aucuns, je ne citerai pas de nom, mais je pourrais les mentionner dans le texte écrit, d'aucuns parlent d'anecdotes de salon, de platitudes relevant d'une sociologie du sens commun, de banalité. Encore une fois, je le redis et je le redirai toujours, l'admiration doit savoir rester historique. À mon avis, et sans remettre le moins du monde, pas du tout, l'apport très riche de Benveniste dans le prolongement de la stylistique de Bailly par l'énonciation, qui procède d'une autre vision du problème, sans doute plus linguistique au sens formel du terme, il me semble que la sagesse et l'équité commandent de replacer l'ensemble de leurs apports respectifs dans un continuum se poursuivant jusqu'au discours, jusqu'à l'anthropologie linguistique, jusqu'à l'ethnographie de la communication, et même en généralisant sans audace particulière, à mon avis, jusqu'à l'interactionnisme socio-discursif, car toutes ces avancées s'inscrivent dans le même grand courant évolutif. Ce n'est faire offense à personne que de placer Bailly à l'origine d'une évolution historique que ses travaux ont puissamment aidé. Eh bien, parlons donc de Benveniste et de l'énonciation. Lorsque Bailly publie à Genève en 1905 son précis de stylistique d'abord, qui est une esquisse du traité de stylistique qu'il publiera toujours à Genève 4 ans plus tard, en 1909, il faut le savoir, Émile Benveniste, qui est né en 1902, a entre 3 et 7 ans. Émile Benveniste
par la suite, va devenir le plus grand comparatiste et indo-européaniste du XXe siècle. Ceci est entendu. Mais à l'époque où Bailly travaille sur la stylistique, il est encore un enfant. Il est donc peu raisonnable de chercher à établir entre Bailly et lui une quelconque comparaison. En matière d'affectivité, de stylistique et d'énonciation même, le précurseur est d'évidence Bailly. D'ailleurs, il faut savoir que le mot énonciation apparaît dans Linguistique générale et Linguistique française une trentaine d'années plus tard dans l'œuvre de Bailly. Mais si l'apport de Benveniste a dominé et domine encore fort justement l'esprit de tous les linguistes du XXe siècle, et même aujourd'hui, c'est pour une raison assez claire. Saussure, je le redis, ne voulait pas se lancer dans l'élaboration d'une linguistique de la parole avant d'être parvenu à définir, je le cite, l'objet à la fois intégral et complet de la linguistique. Il établissait donc une distinction très nette entre, d'une part, le langage, je le cite là encore, le langage multiforme et hétéroclite, à cheval sur plusieurs domaines, à la fois physique, physiologique et psychique, relevant donc à la fois du domaine individuel et du domaine social, et ne se laissant classer dans aucune catégorie des faits humains parce qu'on ne sait pas comment dégager son unité. Fin de citation. Et d'autre part, il distinguait ceci, il mettait à part plus exactement la langue, je le cite encore une fois, qui est, disait-il, un tout en soi, et un principe de classification. La langue, donc, à laquelle il fallait, selon lui, donner la première place parmi les faits de langage, car ce faisant, on introduisait, grâce à elle, un ordre naturel dans un ensemble qui, sans cette priorité, n'autorisait aucune classification. D'où la fameuse conclusion du cours de linguistique générale, la dernière phrase du cours de linguistique générale que vous connaissez tous, la linguistique a pour seul et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Ce qui distingue donc Benveniste de Bailly et qui explique en grande partie la préférence des écoles linguistiques post-saussuriennes françaises, c'est le souci qu'a eu Benveniste de suivre à la lettre les indications de Saussure qui considérait que le problème linguistique est avant tout sémiologique. Et Benveniste, reprenant ce grand problème au point où Saussure l'avait laissé, Benveniste a voulu insister d'abord sur la nécessité d'un effort réfléchi de classement pour promouvoir l'analyse et affermir les bases de la sémiologie. Son travail descriptif envisage donc toutes les formes, notamment syntaxiques, que peuvent prendre les mécanismes de l'énonciation au cours d'un acte communicatif individuel d'utilisation de la langue. Je vous renvoie aux 2 tomes des problèmes de linguistique générale publiés chez Gallimard, respectivement en 1966 et 1974, et dont le contenu est réparti pour les 2 tomes, pour les 2 ouvrages, selon les 6 mêmes grandes parties, allant en s'élargissant du plus formel, les transformations linguistiques, au plus ouvert, l'homme dans la langue, le lexique et la culture, en passant par le détail analytique le plus large, la communication, les structures et analyses et les fonctions syntaxiques. C'est le même plan que vous retrouvez dans les 2 ouvrages. Alors, quelques exemples, un peu en vrac, des thèmes choisis par Benveniste. D'abord, évidemment, la deixis. La deixis, c'est-à-dire l'ensemble des moyens d'indiquer les coordonnées spatio-temporelles d'un événement de communication. C'est-à-dire quoi? Les indices de personne, le rapport du je au tu, les pronoms personnels, les démonstratifs, les temps verbaux, les procédés d'interrogation, d'intimation, d'assertion, les modalités temporelles, bien sûr, l'accentuation, le cadre figuratif, les dialogues, les proverbes, les monologues, le soliloque, la communication emphatique, etc., etc. Tout fait l'objet d'une reprise dans la perspective abondamment
exploité aujourd'hui encore, notamment dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, pour comprendre et pratiquer l'énonciation en tant que programme opératoire d'un intérêt indiscutable. La démarche de Bailly est très différente et elle se développe sur le mode ternaire. Après une définition générale que je vous ai exposée tout à l'heure de la stylistique, Bailly étudie les faits d'expression, comme il dit, les faits d'expression, en 3 temps. Premièrement, leur délimitation, deuxièmement, leur identification et troisièmement, l'établissement de leur caractère affectif. Cela va de la 3e à la 7e partie du tome. À mon avis, Bailly et Benveniste poursuivent tous deux la pensée de Saussure selon 2 orientations différentes, mais 2 orientations tout à fait explicables l'une comme l'autre et tout à fait complémentaires. Tout cela s'explique par la position de Saussure lui-même que je voudrais rappeler rapidement ici. Eh bien, essayons de conclure, si vous voulez, par là. Ce qu'il faut savoir à propos de ce voyage que je viens de faire rapidement avec vous, trop rapidement sans doute, veuillez m'en excuser, au centre du langage, en l'abordant sur la trajectoire de l'affectivité, cela est résumé dans la simple, mais dans la très belle formule axiomatique de Paul Václavic, dans son livre de 1979, que vous connaissez aussi bien que moi, qui s'intitule « Une logique de la communication ». Et dans ce livre, Paul Václavic nous donne ce fameux aphorisme qui dit « On ne peut pas ne pas communiquer, qu'on le veuille ou non ». Cela, évidemment, se passe de commentaires, mais Václavic pousse l'amabilité jusqu'à nous donner 4 autres axiomes complémentaires à propos de la communication. Le premier, c'est que tout ce qu'on dit entraîne une interprétation automatique qui peut être positive ou négative. Bon, ça, je crois que nous l'avons bien établi. Deuxièmement, deuxième axiome, tout ce qu'on dit agit sur le destinataire. Bien. Troisièmement, tout message peut être envisagé de façon digitale, donc en lecture numérique en termes de 0 et 1, mais dans la perspective définie par Paul Václavic, son interprétation se fait très régulièrement en termes analogiques. Donc, de façon comment ? De façon intuitive, affective, ambiguë, en fonction d'un ensemble de données contextuelles et personnelles dont découle l'idée que nous nous faisons du sens et de la portée de ce qui est dit. Et enfin, quatrièmement, tout message est assez fréquemment émis dans un contexte inégalitaire, où il y a un dominant et un dominé. La position haute, celle du dominant, n'étant pas obligatoirement la plus forte, dans la mesure où l'on est dès lors tenu de donner la justification de son propos, sans obligatoirement parvenir à convaincre si l'interlocuteur n'a pas du tout envie d'être convaincu. D'où les débats médiatisés entre hommes politiques, par exemple à la télévision, où l'issue des affrontements est moins dans la raison rationnelle des propos tenus que dans les préalables de sympathie du public pour l'un ou pour l'autre des adversaires, mais aussi dans la séduction physique, dans la finesse des comportements, dans l'arsenal de ce qu'on appelle, en didactique des langues, les simulations globales. Petit jeu dans lequel excellent autant les bons acteurs, bien sûr, les bons professeurs, bien sûr, et les bons conférenciers, mais excellent aussi les pervers narcissiques capables de susciter l'admiration des spectateurs par leur aisance dans l'art de la tromperie, du mensonge et du culot. Nous vivons, mesdames et messieurs, en permanence, j'exagère à peine, dans une atmosphère de procès d'intention. Tout signal émis peut être utilisé par celui qui le reçoit comme une preuve évidente de culpabilité potentielle. Un sourire bienveillant,
mais il peut être perçu comme une injure intolérable. Hein? Un acte de charité, c'est peut-être du mépris. La bonne humeur, indice inquiétant de sérénité suspecte. On peut vous faire un procès d'intention sur n'importe quoi, sur votre goût à porter une cravate, sur les implications supposées de vos propos, sur la signification profonde, idéologique de chacun de vos actes, sur votre comportement, sur le choix de vos quotidiens, sur les lieux que vous fréquentez, sur vos gestes, mimiques, projets, désirs, principes, réflexions, plaisanteries, goûts, distractions, et même sur votre silence, sous lequel, comme dans les femmes savantes de Molière, on peut entendre 1 million de mots. Tout peut être signe permettant à qui veut vous nuire de faire flèche de tout bois sans courir le moindre risque, puisqu'il s'agit régulièrement d'hypothèses, de simples hypothèses. Le monde est ainsi fait, mesdames et messieurs. Je terminerai par un exemple d'interprétation effectué par Jean Daniel, le célèbre journaliste, à propos de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a été son patron, et dont il dresse un portrait nettement à charge dans un de ses livres qu'il a écrit en 1984, page 162. Ce livre, c'est « Le temps qui reste » de Jean Daniel. Et parlant de Jean-Jacques Servan-Schreiber, il dit ceci, je le cite. « Un jour, je lui dis, croyant plaisanter, que Saint-Simon se faisait réveiller tous les matins par un valet de chambre qui lui proclamait solennellement « Levez-vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire. » Et Jean Daniel conclut, il dit « Je ne sais si le lendemain il se fit réveiller de la même manière. En tout cas, au lieu de sourire, il me regarda d'un air rêveur. » Et Jean Daniel conclut « Une telle ambition, une telle candeur finissait par désarmer. » Eh bien, comme vous voyez, mesdames et messieurs, un silence, un air rêveur, et l'interprétation tombe cinglante. Comme disait Ponge, traité d'une certaine manière, la parole est assurément une façon de sévir. Ça, c'est dit dans le parti pris des choses. Si je vous rappelle le fameux aphorisme qui dit que dans les vieux couples, même les silences deviennent des redondances. J'espère que vous m'accorderez que la relation humaine n'est pas une chose facile et qu'il serait temps de redonner à l'enseignement des humanités, donc à la formation, au décryptage des valeurs analogiques dans lesquelles nous nageons, une part un peu moins peau de chagrin par rapport aux mathématiques et plus généralement aux sciences dites dures qui servent actuellement de critères d'excellence majeurs, voire uniques, dans nos systèmes éducatifs. Former les générations futures à la compréhension et à la pratique intelligente de toutes les formes de communication, quel que soit le domaine, est un projet de restructuration de la formation citoyenne en ces temps de riches mutations démographiques. Il y a là un vrai problème, largement sous-estimé, voire même ignoré par les instances dirigeantes de nos pays respectifs qui se montrent uniquement soucieuses ces temps-ci parfois de résumer l'avenir au développement meurtrier pour l'humanisme d'un monolinguisme universel. Mais c'est là un autre problème que vous aurez peut-être l'occasion de traiter dans un autre colloque. En tout cas, excusez-moi de la longueur de mon exposé et merci de votre attention.